distingue la justice dans son sens moral. L'on parle alors de légitimité, et la justice dans son sens juridique, l'on parle alors de légalité. Protection de l'intégrité physique du citoyen et de ses biens, exaction, profanation, occupation du territoire, indépendance de la justice, état d'urgence. Voilà entre autres tous les sujets qui nous intéressent et que vous allez retrouver dans Questions d'actualité de ce soir, que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de mon confrère Abbas Fambougri Traoré. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Pour débattre de toutes ces questions, nous avons le privilège de recevoir comme invité autour de cette table M. Daniel Amoguin Tessougué, procureur général de la République auprès de la Cour d'appel. M. Isaka Keïta, Maître Keïta est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Kassoum Tapo, l'honorable Kassoum Tapo est 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Juriste de son État, il est aussi membre de l'UIP, l'Union interparlementaire pour le Comité des droits de l'homme des parlementaires. Il représente le continent africain. Et enfin, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur l'état d'urgence, une question de notre confrère Abbas Fambougri. Monsieur Daniel Amoguin Tessougué, bonjour. Sinon, bonsoir, j'allais dire. L'état d'urgence, on veut savoir pourquoi la nécessité de l'état d'urgence aujourd'hui dans notre pays. Merci, Madame Sey, merci, Fambougri. Avant de commencer, permettez-moi en signe de solidarité avec nos compatriotes du Nord, d'avoir une pensée pieuse vers ceux qui ont perdu la vie et vers ceux qui sont blessés. Et également tous ceux qui souffrent dans leur corps, comme nous autres Maliens. D'adresser également tous nos encouragements à nos forces armées et de sécurité, en ce moment où la patrie est en danger, où ils font le don d'eux-mêmes pour aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est le lieu également de penser que notre cher pays doit recouvrer la paix avec l'intégrité territoriale, afin que nous puissions nous consacrer à la seule tâche qui vaille aujourd'hui, celle du développement. Parler de l'état d'urgence, aujourd'hui, tous les Maliens savent que nous sommes en période de crise, une crise aiguë depuis plus d'une année, où le pays est menacé dans son essence même. Quand je dis dans son essence même, c'est la République qui est en danger, dans tous les sens profonds de ce terme-là. Et donc, que les plus grosses autorités aient compris cela, l'aient appréhendé, pour que le constat se fasse et que par une mesure législative, la question de l'état d'urgence soit prise en compte, afin que l'État puisse, parfois, pour le bien de tous, amoindrir certaines libertés essentielles, telles que la liberté d'expression, telles que la liberté de réunion, permettre des perquisitions à tout moment, amoindrir les libertés essentielles, afin que la sécurité de tous puisse être rassurée et assurée. Nous pensons que c'est de bonne loi. C'est de bonne loi. Donc, si vous me dites pourquoi l'état d'urgence, j'ai dit l'état d'urgence, c'est pour répondre à cette question fondamentale qu'est la crise que nous traversons aujourd'hui dans notre pays. Merci, M. Tessougué. Je vais me tourner vers le bâtonnier pour lui demander si vous partagez les arguments que M. le procureur général vient d'avancer. Pourquoi c'est en ce moment seulement qu'il est décrété cet état d'urgence? Merci, Madame C. Je partage entièrement ce qui vient d'être dit par M. le procureur général. D'ailleurs, je m'associe à l'hommage qu'il a rendu aux victimes. Et ce que je veux dire également, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de débattre de la justice, de notre maison commune. Mais au même moment, les régions de Kidal, Tombouctou, Gao, les populations de ces régions disent, depuis bientôt 10 mois, n'ont pas vu un juge.
Or, il est question aujourd'hui de justice. Donc, encore une fois, nos pensées pieuses, n'est-ce pas, à toutes ces populations victimes de ce qui se passe aujourd'hui dans le nord de notre pays. Pour en venir à votre question, l'état d'urgence est un régime restrictif des libertés publiques, individuelles et collectives. Avocat que je suis, bâtonnier que je suis, si aujourd'hui je partage, n'est-ce pas, la décision qui a été prise par le gouvernement de la République du Mali, ça veut dire que nous avons tous souci de la protection de ces libertés. Parce qu'il est du devoir de l'État d'assurer la sécurité, la protection des citoyens. En même temps, il est du devoir de l'État d'assurer la promotion de ces libertés. À première vue, on peut penser que ce serait contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. La situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays impose cette mesure qui, du reste, est salutaire. Et je vous dis en passant que l'Ordre des avocats s'est félicité de la prise, n'est-ce pas, de cette décision gouvernementale. Très bien. Et Maître Tapo, les motivations alors de la prorogation, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, merci Famouri, merci Madame C. Vous me permettrez d'abord à la suite du procureur général de saluer également les populations du Nord qui depuis plus de 10 mois vivent une situation tragique, saluer notre armée nationale et aussi saluer la France, grâce à laquelle aujourd'hui nous allons entamer la libération des régions occupées du Nord. L'état d'urgence, comme l'a dit le procureur général Le Bâtonnier, c'est un état d'exception qu'aucun démocrate, bien sûr, ne souhaite, qui aurait pu peut-être être prise, la décision aurait pu être prise bien avant. Aujourd'hui, on peut se poser des questions, mais aujourd'hui, incontestablement, c'est une décision qui est justifiée par les périls qui menacent la nation, qui justifie donc que les citoyens acceptent des restrictions à leur liberté, les libertés de réunion, de manifestation, d'opinion même, et même la liberté de presse, parce qu'on est précisément en période de crise. Et notre Constitution prévoit que cet état d'exception est décrété par le président de la République en Conseil de ministres pour une durée de 10 jours. Et au-delà de 10 jours, c'est l'Assemblée nationale qui prend le relais pour proroger éventuellement ce délai. Donc on a été saisi, comme vous le savez, d'un projet de loi dans ce sens la semaine dernière et l'Assemblée a prorogé le délai pour 3 mois. Évidemment, je saisis aussi cette occasion pour saluer le gouvernement qui aurait pu prendre la décision par ordonnance parce que nous sommes hors session et que l'Assemblée a voté une loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à prendre certaines mesures qui sont habituellement du domaine législatif. On aurait pu discuter de savoir si ce domaine était prévu ou pas, mais le gouvernement aurait pu s'en passer, fermer les yeux et prendre par ordonnance la prorogation, mais ils ont estimé qu'il fallait venir devant la représentation nationale pour que les élus que nous sommes, les représentants du peuple que nous sommes, nous aussi nous ayons notre mot à dire sur la nécessité ou non de proroger cet état-là. Et on l'a fait à l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'après ces 3 mois, nous allons vers une reconduction, ou bien une tacite reconduction, ou bien il faut encore convoquer l'Assemblée? Si on doit aller au-delà des 3 mois, il faut encore ressaisir l'Assemblée. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats, vous êtes un habitué de l'Assemblée nationale, M. Traoré. Il y a eu un amendement au projet de loi qui nous a été adressé par le gouvernement sur l'article 2 du projet de loi qui prévoyait que le gouvernement pouvait décréter la fin de l'état d'urgence avant les 3 mois. Mais on a fait un amendement pour supprimer cet article parce qu'il y a une loi de 87 qui définit les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence, qui dit que lorsque la prorogation est votée par l'Assemblée, c'est seulement l'Assemblée qui peut mettre fin à l'état d'urgence. Évidemment, c'est l'Assemblée aussi qui peut proroger. Donc si le gouvernement estime que la situation d'ensemble du pays, de sécurité du pays s'est améliorée et qu'on
doit mettre fin avant les 3 mois à l'état d'urgence, il saisit l'Assemblée des nouveaux projets de loi et l'Assemblée peut décider de mettre fin à l'état d'urgence. Si dans les 3 mois, ce que je ne souhaite pas, la situation reste la même, évidemment, s'il faut reproroger l'état d'urgence, le gouvernement est obligé de soumettre à l'Assemblée nationale un nouveau projet avant l'expiration du délai de 3 mois. Il n'y a pas de limitation dans le temps pour cet état d'urgence? Je ne voudrais pas nommer, j'aime pas ça généralement, mais il y a un pays où l'état d'urgence dure depuis 30 ans. Ce que je ne souhaite pas à notre pays, bien sûr. Mais ce qui est certain, tant qu'il y aura des périls qui menacent la quiétude des populations, tant que l'insécurité dans ce pays-là existera par rapport à la situation que nous vivons, que tout le monde sait qu'il y a une situation dramatique, nous sommes en état de guerre, pas juridique. Juridiquement, ce n'est pas encore l'état de guerre, mais nous sommes dans une situation de conflit armé, dans plus de 2/3 du territoire national. Donc personne ne peut, tant que cette situation-là n'est pas terminée, il y aura toujours, l'état d'urgence sera toujours justifié. Maître Marico, vous êtes le président de l'AMDH. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cet état d'urgence? Évidemment, j'ai quelque chose à dire sur l'état d'urgence, mais avant cela, je me joins à tous mes prédécesseurs, mes 2 grands bâtonniers, plus le procureur général, pour dire que nous pensons aux populations du Nord et que nous ne les avons pas oubliées et que nous savons qu'elles sont en train de souffrir et que nous avons aussi une pensée pour notre vaillante armée, comme l'a dit le PG, qui est en train de donner sa vie pour sauver les populations maliennes et pour libérer les régions du Nord. Nous avons aussi une pensée pieuse pour tous ceux qui ont perdu leur vie au cours de ces conflits. Ceci dit, pour revenir à la question, l'état d'urgence est une nécessité pour le Mali. C'est une nécessité parce qu'il y a un péril imminent et évident, comme mes prédécesseurs l'ont décrit. Mais cependant, nous disons qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, il ne faudrait pas qu'il y ait un certain dérapage. C'est-à-dire, je voulais citer entre autres, une atteinte à la vie des personnes, parce que l'État a une obligation de protéger ses citoyens. Une atteinte à la liberté de religion, de culte, de foi. Nous voudrons qu'effectivement, l'état d'urgence s'exerce, mais qu'il faudrait qu'on préserve ces libertés et qu'on ne puisse pas atteindre les personnes dans leur intégrité physique en procédant par des dérapages ou par des bavures. Donc c'est le seul message que nous portons à l'attention des autorités et qu'on veille. C'est vrai qu'on peut aller aux fouilles des maisons sans mandat. Il y a beaucoup de restrictions de liberté, mais il y a certaines libertés fondamentales comme le droit à la vie qui ne doivent pas être atteintes. Nous allons, avant de poursuivre ce débat, donc vous proposer, chers invités, chers téléspectateurs, de suivre ce reportage réalisé par notre confrère Tiemoro Konaté. Le pouvoir judiciaire, maillon incontournable pour la sauvegarde des droits humains. La justice est l'un des 3 pouvoirs constitutionnels. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'article 81 de la Constitution du 25 février 1992 dispose que la justice est gardien des droits et libertés définis par la Constitution. La Constitution poursuit pour dire que la justice est investie de la mission de veiller à l'application des lois de la République. Le respect de l'éthique et la déontologie de la profession repose, selon les spécialistes du droit, sur la lutte contre l'impunité, notamment en période de crise. Pour mieux coordonner cette lutte, les Nations Unies ont entrepris une nouvelle démarche, axée sur 6 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de traduire en justice les responsables des crimes. Le deuxième élément, c'est de rendre justice et dignité aux victimes. Troisième élément, établir l'historique des événements passés.
Quatrième élément, si possible, promouvoir la réconciliation nationale. Cinquième élément, rétablir l'état de droit. Et sixième élément, contribuer à la restauration de la paix. Dans la crise du Mali, on déplore de nombreux cas d'atrocités perpétrés par les groupes terroristes, avec les conséquences qui en découlent. Des crimes parmi lesquels des lapidations à mort, des amputations, des flagellations, des viols, des destructions de mausolées et de biens publics. Au dire des professionnels, l'État malien, à travers le département de la justice, a déjà engagé des actions à ce sujet. Il s'agit là d'un processus d'investigation pour la poursuite des auteurs et des commanditaires. Le Mali est parti au traité de Rome depuis 2000. Le Mali a ratifié le traité précisément le 16 août 2000. Et nous avons saisi le bureau du procureur au mois de juillet 2012 par rapport aux crimes perpétrés par les différents groupes armés au nord. Il y a des crimes de guerre finalement qui ont été retenus. Mais sur cette base, le bureau du procureur, en ouvrant l'enquête, va poursuivre un certain nombre de commanditaires. L'État malien n'a pas tardé à saisir la Cour pénale internationale. Il y a eu une lettre circulaire du ministre de la Justice pour instruire au président de juridiction et au chef de parquet de recevoir toutes les victimes qui sont liées à ce conflit. Le sort qui leur sera réservé dépendra, selon les spécialistes du droit, de la gravité des faits. Certains cas seront jugés au niveau national et d'autres par la juridiction internationale. La Cour pénale internationale n'a pas une police internationale, mais il appartient aux différents États de coopérer. Et vous avez vu aujourd'hui que le conflit au Mali s'est internationalisé. Donc finalement, nous aurons certainement la chance d'obtenir la coopération de tous les États partis au traité de Rome. Une fois que l'un de ces criminels se trouvera sur leur territoire, ils vont certainement les arrêter et les transférer soit au niveau de la Cour pénale, ou au niveau du Mali, ou même les juger ailleurs. Si certains citoyens sont dans la logique de la justice, d'autres sont dans celle de la revanche aveugle. ibe munyo ka sabali ta ka muyuta ka ni aya jira ka fo ko se de ba ye bunye mana ka fo se ba ye mana ibe ja ko sabi yere defa ya famiam o defa o ye munye sisa o mana ibe se ke minge bu de ke o dandura de ni mo ko faga shera ni mo ko faga ni yere mina ne normal ka kan faga de. Ils doivent être entièrement éliminés dans la nature. Les responsables de ces atrocités qui se disent maliennes, ils doivent être déchus de la nationalité malienne et mettre un mandat d'arrêt contre eux. Et il faut qu'ils soient arrêtés et jugés conformément à la douleur de leurs crimes commis. Il faut chercher à les punir sévèrement pour qu'ils ne récidivent pas de tels actes. Mais les exterminer, je pense que c'est trop dire. Quel que soit le crime, je pense que le criminel a droit à la justice. Il doit être jugé et c'est la justice qui doit juger de son sort. Vous voyez que malgré la gravité de ces crimes-là au niveau international, il n'y a aucune juridiction internationale qui applique la peine de mort. Abbas Fambougori. Oui, on voudrait demander au président de l'AMDH, Maître Marico, sa réaction par rapport à ce que viennent de dire nos invités ici dans ce reportage. Ok, j'ai écouté attentivement ce qui vient d'être dit. Je partage la position de certaines personnes, mais cependant, je ne suis pas d'accord avec d'autres qui veulent aller jusqu'à l'extrémisme. C'est-à-dire il faut les tuer, parce qu'ils ont tué, il faut les tuer. Donc je ne suis pas dans cette hypothèse, mais ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que le peuple malien a été meurtri dans sa chair. Et que c'est des Maliens qui ont pris des armes contre d'autres Maliens, sans aucune raison, pendant qu'on est en pleine démocratie, et pendant qu'ils pouvaient faire valoir leurs prétentions par d'autres moyens. Donc
ça atteint l'homme dans sa chair. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on doit aller à la vengeance. Nous, militants des droits de l'homme, nous voulons une société pacifique et pacifiée. Et c'est la raison pour laquelle j'appuie certaines positions qui disent qu'il faudrait que ces individus, quelle que soit la nature de leurs crimes, soient traduits devant les juridictions. Parce que c'est de la justice qu'il s'agit. La justice n'est pas la vengeance. Et comme on l'a dit, nous avons nos juridictions nationales ici. Nous avons aussi la Cour pénale internationale. Et pour les auteurs dont l'État du Mali ne peut pas appréhender tout de suite, compte tenu de la situation que nous vivons, les dossiers ont été transmis à la procureure de la Cour pénale internationale. Et ce dossier, je peux dire un mot là-dessus, et pour apaiser un peu le cœur, la procureure de la CPI a fait une première analyse de ce dossier, et dans cette analyse, elle a dit que le recours du Mali est recevable, parce que les crimes odieux qui ont été commis rentrent dans sa compétence, et que sur la forme, le recours du Mali est aussi recevable, parce qu'à l'état actuel, les juridictions maliennes ne peuvent pas appréhender ces individus et les juger en République du Mali. Maître Tapo, vous venez d'entendre le président de l'ANDH, Maître Marico. Vous êtes ici avec une double casquette, celle d'homme de droit et celle de parlementaire. Nous l'avons entendu, des mausolées classés patrimoine de l'humanité ont été saccagés, des personnes ont été violées, amputées par les assaillants. J'allais justement poser la question de ce que prévoient les juridictions dans ces cas de figure. Merci, Madame C. Vous savez, ce qui caractérise la justice pénale internationale, c'est d'abord et surtout sa subsidiarité. Elle est compétente, elle est mise en œuvre lorsque la justice nationale est défaillante. Tous ces crimes qui sont devant la Cour pénale internationale relèvent d'abord de la compétence des juridictions nationales. C'est lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas juger, qu'ils sont dans une situation où on ne peut pas poursuivre ces infractions pour une raison ou pour une autre. Dans le cas du Mali spécifiquement, il n'y a plus d'autorité judiciaire du Mali dans les territoires occupés. Donc on ne peut pas poursuivre. Donc la Cour pénale devient compétente et elle peut être saisie, il l'a dit, lorsque un État membre au traité de Rome, comme c'est notre cas, peut saisir la Cour, et lorsque les faits, bien sûr, sont d'une gravité telle qu'ils constituent les cas d'infraction qui rentrent dans le domaine de compétence de la Cour pénale. Mais sinon, toutes les infractions qui sont visées sont susceptibles d'être poursuivies et doivent d'abord être poursuivies au Mali. Évidemment, on ne peut pas être d'accord avec la réaction normale du citoyen qui a tendance à dire il faut tuer ceux qui ont tué, c'est trop facile, cette justice-là n'est pas la justice. Il faut évidemment respecter les droits des criminels qui ont droit à une justice équitable. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas comme eux, qu'on est dans un État civilisé, qu'on est dans un État de droit, qu'on respecte leurs droits, qu'ils soient défendus par des avocats devant des juridictions ordinaires. On n'a même pas besoin de créer de juridictions d'exception. Les cours d'assises sont là, le procureur général, je parle sous son contrôle. Certainement, dès que l'autorité de l'État sera établie dans ces zones-là, je crois qu'il ne manquera pas de poursuivre tous ceux qui croient être à l'abri. Ce que je vais ajouter aussi, justement, ceux qui s'autorisent à commettre des exactions actuellement, profitant de cette situation de non-droit et d'impossibilité de poursuite, s'exposent précisément à être poursuivis par la Cour pénale internationale. Parce que le procureur de la Cour qui est saisi peut s'auto-saisir pour d'autres crimes. Les gens qui sont aujourd'hui en train de procéder à des exécutions sommaires ou à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, qu'ils soient des militaires ou pas, ces gens-là pourront être justiciables de la Cour pénale internationale. Le procureur pourra décider de les poursuivre dans la mesure où ils bénéficient aujourd'hui de l'impunité à cause de la situation qui est dans le pays. Donc il faut faire extrêmement attention. Une impunité qui n'est pas durable. Bien sûr, c'est une
temporaire, heureusement. Heureusement que le gouvernement aussi a averti qui des droits, c'est-à-dire les hommes qui sont sur le terrain, mais aussi les populations. Le gouvernement a fait son effort de communication dans ce sens-là en donnant l'avertissement comme quoi, eh bien, nul ne sera au-dessus de la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Bâtonnier, par rapport à ce que vous venez de voir, quelle est votre réaction? Oui, comme il a été dit, nous sommes dans un état de droit. Et nous devons travailler tous les jours à consolider cet état de droit. L'état de droit suppose une justice. Et une justice, c'est des tribunaux. Nous avons un arsenal de textes. Des crimes ont été commis. La Cour pénale a été saisie. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que le barreau a activement travaillé à l'élaboration du dossier qui a été soumis au bureau de la Cour pénale. Et nous-mêmes, au niveau du barreau, nous avons eu à accueillir une délégation du bureau du procureur au niveau de notre siège et nous avons discuté par rapport à tous ces actes, à tous ces crimes qui ont été commis et dans le nord de notre pays. Bon, bien entendu, une personne présumée coupable doit être traduite devant une juridiction appropriée et elle doit être défendue. Bâtonnier que je suis, vous constaterez évidemment que le droit de la défense, nous y tenons fermement, même les criminels ont droit à la défense. Donc c'est ça, une société civilisée, et je pense que les uns et les autres doivent comprendre. Certes, ça fait mal, c'est des humains, nous comprenons la position des uns et des autres, mais que chacun se dise que la justice privée n'a pas sa place ici, et que justice doit être faite pour l'ensemble des victimes. Monsieur le procureur général, quelles seraient en ce moment les conditions d'application en la matière? Avant de répondre à cette question, je voulais juste dire que par un arrêt de la Cour suprême, il a été décidé que compétence serait donnée à la Cour d'appel de Bamako, et plus spécifiquement le tribunal de la commune 3, pour connaître de toutes ces infractions-là commises lors de ces événements-là. Et donc, la compétence de cette juridiction va s'étendre sur plein d'infractions. Et dans l'hypothèse où il va s'avérer qu'il y aura une concurrence, on va voir peut-être quelle est la juridiction la mieux habilitée ou la plus apte à pouvoir poursuivre. Parce que si ces gens se trouvent hors du territoire national, ça peut souvent poser de sérieuses difficultés. Et ça me permet également d'ouvrir une parenthèse, c'est de dire que dans notre pays, on a trop péché par laxisme, il y a eu trop d'impunité. Depuis les années 90, qu'il y a eu des forfaits, on a pardonné. On dit négociation, et puis les victimes, la perte de profit. Il y a eu plein de personnes comme ça qui souffrent dans leur corps. On prend le cas de notre collègue Amé Fofana, qui en 1991 a été égorgé à Gounda. Mais il n'y a rien eu après. Aucune poursuite. Il y a eu des crimes, et ça, je suis bien placé pour les témoins parce que j'étais à l'époque à l'inspection des services judiciaires, j'ai fait une inspection. Bahanga avait un mandat d'arrêt contre lui, mais en ce moment, il n'est pas prêt d'aller parler à Koulouba. Ça, c'est des attitudes inacceptables. Il faut que ça s'arrête pour que la justice reste la même pour tout le monde. Parce que vous avez ces attitudes de révolte, il faut les tuer, il faut les torturer, parce que les gens n'ont pas confiance en l'État. Donc je dis, à partir du moment où il y a des juridictions qui sont là, au plan national comme au plan international, qu'on ne parle plus d'impunité. Si négociation il y a, c'est avec ceux qui ont les mains propres. Ceux qui ont les mains rouges de sang, ils doivent bénéficier d'aucune négociation, de mon point de vue. Maintenant, si des mesures doivent venir plus tard, certainement plus tard, mais que la justice passe et qu'après cela, les Maliens puissent se retrouver. Dans ce sens-là, l'Assemblée nationale était attendue depuis longtemps. Moi, je pense que puisque c'est la représentation nationale, mais la réaction de l'Assemblée nationale est parue d'abord dans une résolution, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tapé, à mon avis, le tocsin au moment, Président. Je suis désolé. Je pense que s'il y a une institution qui a joué son rôle dans cette période difficile, c'est l'Assemblée nationale. Nous avons, dès le lendemain du coup de force du 22 mars, l'Assemblée a pris une résolution pour condamner le coup d'État. Souvenez-vous de cela. Et depuis, nous n'avons pas arrêté de, chaque fois que cela était nécessaire, de prendre des résolutions pour appeler au respect de l'état de droit,
pour appeler au retour à l'ordre constitutionnel, pour appeler à prendre toutes les mesures que justifie la situation. Et au niveau international, pareil, l'Assemblée nationale du Mali s'est déplacée à Bruxelles, s'est déplacée à toutes les assemblées de l'Union interparlementaire, au Parlement panafricain, au Parlement de la CEDEAO. Tous ces parlements ont pris des résolutions à la demande de l'Assemblée nationale du Mali. Peut-être qu'on ne communique pas assez, et peut-être parce que vous nous manquez à l'Assemblée, Famoury, si vous étiez là, peut-être que vous aurez relayé de manière plus efficace tout ce travail qui a été fait. Mais l'Assemblée nationale, je pense, a entièrement joué tout son rôle. Notre président vient de Paris, où il a rencontré le président de l'Assemblée nationale française. Avant ça, il y a eu des missions dépêchées par notre Assemblée auprès de l'Assemblée nationale française pour expliquer la situation d'ensemble dans le pays. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale ne prend pas les mesures concrètes qui s'appliquent dans la réalité actuelle du pays. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. L'État, c'est le gouvernement qui le décrète. Ensuite, nous, on doit proroger pour les 10 jours. Vous avez bien vu, on a été convoqué en session extraordinaire. La même matinée, on a voté la loi. Oui, c'est qu'on nous reproche souvent. Il a fallu tout ça attendre qu'on en soit attaqué, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'Assemblée qui pouvait décréter l'état d'urgence. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas nous qui décrétons l'état d'urgence. Mais c'est le gouvernement, comme ça a été fait. C'est le gouvernement qui le décrète et c'est le président de la République qui prend le décret, mais en Conseil de ministres. C'est le rôle du gouvernement, ce n'est pas notre rôle. On ne parle pas du décret simplement du décret de l'état d'urgence, mais le fait de vendre l'urgence qu'il y a péril en la demeure, je veux dire. Mais je crois que, Famoury, vous n'avez pas suivi alors les travaux de l'Assemblée nationale. On est ensemble, on a bien suivi. Prenons nos résolutions. Il n'y a pas une seule résolution de l'Assemblée nationale depuis le 23 ou le 24 mars où on n'a pas tiré la sonnette d'alarme dans toutes nos résolutions. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas une panacée, hein, c'est un cadre légal. C'est vous qui vous limitez à cette panacée-là. Je ne parle pas de l'état d'urgence en tant que tel. Je dis le problème malien était un problème où l'Assemblée nationale aurait dû vendre le problème malien en urgence pour que, eh bien, au gouvernement de réagir aussi quelque part. Parce que vous avez le moyen de pression sur le gouvernement. C'est assez évident, monsieur le Président. Je vais vous dire, depuis la première semaine, vous avez vu, dès que l'Assemblée a commencé à fonctionner, on avait interpellé le gouvernement sur les problèmes de sécurité. 2 fois, ça a été renvoyé, le gouvernement ne s'est pas présenté. Nous avons ensuite entendu le ministre de la Défense à huis clos. Et on a bien fait, parce que les questions de sécurité, surtout en ces moments-là, ne peuvent pas faire l'objet de débats publics. Et nous avons interpellé le ministre de la Défense, qui a été entendu par le bureau de l'Assemblée nationale, élargi à la conférence des présidents. Ce qui était une première, ça n'avait jamais été fait. Nous l'avons fait parce que justement, on avait conscience de la situation. Et il y a eu un certain nombre de mesures que nous avions recommandées au gouvernement à travers le ministre de la Défense. On ne peut pas évidemment dire tout ça, mais l'état d'urgence qui vient d'être décrété, je pense, a été fait en raison de l'enclenchement des hostilités. Jusqu'à présent, il n'y avait quand même pas eu d'intervention militaire. C'est l'intervention militaire qui est venue précipiter les choses et qui a amené un certain nombre qui ont conduit le gouvernement à prendre plus précisément cette mesure-là. Mais il y avait en amont beaucoup de travail qui a été fait. Jusqu'aux Nations Unies, la sensibilisation qui a été faite, l'Assemblée a joué son rôle. Nous sommes allés jusqu'aux Nations Unies. Pendant que le gouvernement y était, l'Assemblée nationale y était parallèlement. Ce qui n'est pas notre rôle, mais nous sommes allés jusque-là. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Assarid Ag Imbarkawan, que tout le monde connaît, qui est l'élément de preuve, si j'allais dire, sur le plan international, qu'il n'y a pas de discrimination dans notre pays visant particulièrement les Touaregs. Et croyez-moi, il a joué son rôle pour expliquer le problème des minorités Touaregs dans le Nord. Et ce n'est pas un travail facile.
Parce qu'effectivement, déjà ça, aujourd'hui, je pense que sur le plan international, les gens ont appréhendé le problème des minorités du Nord à travers ce travail parlementaire qui a été fait. Pas seulement par Assarid, bien sûr, il y a eu tous les députés maliens à chaque occasion, je l'ai dit moi-même à l'UIP, à l'Union interparlementaire, dont je suis le président du comité des droits de l'homme, je n'ai pas arrêté. Je viens de faire encore la semaine dernière à Genève une conférence de presse sur la situation au Mali, qui n'a peut-être pas été relayée ici. Au mois de juillet dernier, j'ai fait la même chose, j'ai fait une conférence de presse internationale pour expliquer la situation du Mali. Donc le Parlement a fait beaucoup et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. Non, pour nous, on n'est pas totalement satisfait de ces actions, justement. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne discute peut-être pas tous ces efforts, mais je dis en amont, il y a eu énormément de silence de la part de la famille. Je prends juste l'exemple, hein, quand ces gens sont venus avec armes et bagages à nos frontières, l'armée, l'Assemblée s'est tue. Dans un pays, on ne peut pas admettre que les gens viennent avec autant d'armement que votre propre armée n'a pas, que des ministres de la République se déplacent pour les accueillir. Bien sûr. Et en pompe. Bien sûr. Il fallait interpeller ce gouvernement. Et j'ai dit souvent, c'est des occasions où il faut faire démissionner ce gouvernement. Parce que c'est l'irresponsabilité. Tout a commencé là. Ils sont venus avec des armements. Et avant cela, il y a eu l'accord d'Alger, qui est un accord inqualifiable, qui consacre complètement l'abandon du Nord à n'importe quel groupe, parce que l'armée est obligée de se désengager et donner la sécurité, le maintien de la sécurité à des troupes, à des milices qui ne disent pas leur nom. Donc ça, toutes sortes d'attitudes qui nous a amenés à cela. Maintenant, après la crise qu'on se démène, c'est tout à fait normal. Il faut sauver maintenant sa tête. Je crois que c'est le lieu d'interpeller la responsabilité de chaque acteur politique malien, de chaque acteur public malien, pour que chacun s'assume. Parce que je dis souvent, quand on ne peut pas s'assumer, on démissionne. Mais quand on reste dans un poste, c'est pour occuper toutes les responsabilités qui s'y avec. Très bien. Et si c'est là, monsieur le procureur général, on sait compter sur vous, non? Bon, je crois qu'il y a le bâtonnier qui voudrait rajouter. Il est évident que la classe politique a failli à un moment donné. Et ils ne sont pas, la classe politique est représentée heureusement par Maître Tapo. Non. Et Maître Tapo, ici, il est parlementaire. Il faut le reconnaître. Voilà, il est parlementaire. Il faut le reconnaître. Bon, je l'ai toujours dit, nous, on ne fait pas de politique. Mais quand même, nous avons un rôle citoyen également à jouer quelque part. Je prends un exemple. M. le procureur général a parlé des crimes qui ont eu lieu en 1991. Mais il y a eu Aguelok. Quand il y a eu Aguelok, un crime abominable, on a égorgé des gens. On a des preuves palpables. Mais qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de la République du Mali à l'époque de saisir la Cour pénale internationale? Pourquoi on ne l'a pas fait? Et pourquoi on a attendu? C'est pour vous dire... Aguelok, on était en janvier 2012. On était en janvier 2012. Tout à fait. C'est pour vous dire qu'on a essayé de faire trop de compromis. Trop de compromis, et finalement, on s'est retrouvé dans la compromission. Et aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Et c'est ce qui nous a mis devant aujourd'hui cette situation. Aguelok, Tombouctou, Gao, Monsieur le Président de la MDH, votre silence a été plus que assourdissant. Et décapitation, main coupée, mais votre silence, Monsieur le Président, est-ce qu'il s'explique? Oui, moi je vais même appuyer mon confrère Abbas en disant que pendant que vous, il y avait ce silence de l'autre côté, avec Amnesty International, Human Rights Watch, eux, ils s'en sont fait largement l'écho. Pourquoi on ne vous a pas entendu? Je vous remercie. Je dirais que je suis un peu désolé par rapport à tout ce que vous dites. D'abord, les recours du Mali. Quand je vous amène tout de suite les recours du Mali, c'est les 2 tueurs du rapport de l'Association malienne des droits de l'homme. Donc, c'est nous qui avons permis à l'État du Mali de faire ces recours. Comme le bâtonnier l'a dit, nous sommes dans la commission auprès du ministère de la Justice 1. Nous avons fourni les rapports comme support. Et nous avons aussi saisi la Cour pénale internationale par une communication avec la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et je vous dis, je dois même faire un déplacement le 4 février
pour aller voir le bureau du procureur. L'AMDEAS n'est pas restée silencieuse. Et que, comme par rapport au député, au deuxième vice-président de l'Assemblée, moi je suis allé à New York, je suis allé à Bruxelles, je suis allé à Paris, et j'ai défendu ce faux problème de minorité touareg. J'ai parlé de ce qui existe au Mali, et j'ai expliqué que les Touaregs occupent, c'est-à-dire que toutes les places importantes dans l'administration du Mali, et qu'il n'y a pas de discrimination à l'égard de ces Touaregs. Et qu'on ne pouvait pas comprendre que pendant que les autres, soit en démocratie, viennent réclamer par les voies démocratiques, qu'eux, ils prennent les armes. Et à Aguelhok, on l'a dit, vous voyez pourquoi le Mali ne pouvait pas porter plainte? Parce que les premiers enquêteurs qu'on a envoyés à Aguelhok sont restés à Gao pour recueillir les renseignements. Et nous sommes allés à l'information. Et tantôt, je vous disais que le procureur a analysé le dossier et le procureur a dit que c'est des crimes qui sont passibles devant la CPI. Parce qu'en l'état actuel, les tribunaux maliens ne peuvent pas se saisir de ce dossier parce que, comme il a dit, le problème même de l'existence de l'État du Mali se pose. On n'a pas un État fort. Voilà pourquoi la procureure a dit qu'elle est compétente pour se saisir de ce dossier en l'état actuel des choses. Donc nous avons aussi dit devant le Parlement européen à Bruxelles, j'ai même fait un discours là-bas, où j'ai été interpellé par des députés français par rapport à cette question de minorité et par rapport au crime. Donc c'est pour vous dire que l'AMDH ne s'est jamais tue. Et je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul événement où l'AMDH n'a pas fait de déclaration. Mais souvent nos déclarations ne sont pas lues. Ne sont pas lues à l'ORTM. C'est tellement par votre faute. C'est pourquoi non. Mais monsieur, ne pensez pas que nous sommes là pour vous interpeller autrement. Nous pensons que vous avez un rôle important à jouer. C'est ce que nous sommes Et la désolation, elle est pour vous, pas pour nous. Dans la mesure où nous pensons qu'il faut communiquer sur ce que vous faites. Mais c'est peut-être le moyen de communiquer qui vous a manqué. Non, on a communiqué. Je vous dis. Monsieur Marico, je suis surpris. Maître Marico, oui? Excusez-moi. En fait, l'ORTM n'est pas le seul moyen de communication au Mali. Que vous ne passez pas, qu'on vous censure au niveau de l'ORTM, ça, je le mets entre parenthèses. Je le mets entre parenthèses. Je ne dis pas que cela, voilà. C'est pour ça je dis que je mets entre... Mais il y a beaucoup d'autres canaux de communication. Et même sur ces canaux de communication, Maître Marico, on ne vous entend pas beaucoup. Les Maliens ne vous entendent pas beaucoup. Comment vous expliquez? Je suis encore désolé parce que vous ne lisez pas aussi les journaux. Ah bon? L'AMDH ne peut pas faire une semaine sans faire une parution dans un journal. Peut-être que vous ne lisez pas aussi les journaux. Non, quand même. Moi, je suis... Non. Moi, je peux vous dire. De toute façon... Non, moi, je peux vous dire. Oui. Je peux vous dire. On va le laisser finir. Non, je finis. Hein. Voilà, je peux vous dire que l'AMDH a été la première association d'abord à aller voir les gens qui étaient détenus. L'ancienne équipe de Motouan Touré, à Kati. L'AMDH est allé voir les auteurs des contre-coups d'État. Et c'est l'AMDH qui a envoyé une communiqué à l'ORTM en disant que ces gens n'ont pas leur place à Kati. Et immédiatement, le lendemain, ils ont été transférés à... L'ORTM l'a communiqué quand même. L'ORTM a communiqué. Merci, il faut le dire. Non, je dis souvent, l'ORTM communique, mais souvent, il y a une autocensure au niveau de l'ORTM. Il y a une autocensure. Vous pouvez vous défendre, mais moi j'ai mes déclarations. Je vous enverrai mes déclarations et vous allez voir qu'il n'y a jamais eu un événement où l'AMDH n'a pas réagi. Non, on veut tout simplement dire, Maître Marico, que nous pensons que l'AMDH, jusqu'à preuve du contraire, doit être, eh bien, ce que tous les Maliens pensent, une véritable association malienne des droits de l'homme. DH. Eh bien, avec grand H. Voilà, avec grand H et grand D. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maître Tapo, moi je vais finir. Hein. Vous n'avez pas fini, allez-y. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. En train de faire. Juste, parce que le problème n'est pas fini, le conflit continue. Les violations continuent. Et nous sommes en train de suivre. Il faut le dénoncer. L'évolution. On l'a dénoncé, on le dénonce partout. Voilà. Et je vous dis, moi je viens de visiter les bérets rouges qui sont au camp 1. Mais seulement peut-être que ce que vous voulez, moi-même, n'a pas assez de ressources pour organiser chaque fois des conférences de presse.
Nous, on n'a pas ces ressources. On n'a aucun financement de l'État. Nous, on fonctionne sur nos petites cotisations de 5 000 francs par mois. Des grands avocats quand même, et des grands... Je vous dis, et moi je vais vous dire aujourd'hui que c'est moi qui paye les loyers et les salaires du personnel de l'AMDH. Ce qui n'est pas pour normal. que l'AMDH puisse vivre. Donc c'est pour vous dire qu'on est en train de se battre et on va se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour défendre les droits des Maliens. Très bien, merci. Avant d'en venir à l'occupation, vous avez soulevé un petit problème là. Je voudrais qu'on en parle très rapidement, ouvrir une parenthèse. Une décision de justice a été rendue pour libérer des personnes et cette décision n'a pas été appliquée. Moi, et cette question, je voudrais plutôt la poser au procureur. Monsieur le procureur général, est-ce qu'il est possible de rendre une décision de justice et qu'on fasse une autre appréciation de cette décision, qu'on dise non, malgré la décision rendue, la justice ne sera pas appliquée. Enfin, la décision ne sera pas appliquée. Oh, question très vague. C'est très vague. Je suis vous connaissez avec moi. Vous voulez que je sois plus claire? Oui. On a plus précise, on a eu vent de la décision de justice qui remettait en liberté les bérets rouges. 28 bérets rouges. 29. Merci. Et au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, à moins que cela ne se soit fait là, voilà, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas été libérés. Comment vous expliquez? Je voulais juste apporter la précision. Il ne s'agit pas uniquement que de bérets rouges. Hein. Il y a des policiers parmi eux. Il y a des policiers. Et la procédure est arrivée à une étape et le juge d'instruction a cru devoir faire droit à leur demande de mise en liberté. Et le procureur a conclu favorablement. Et donc, le juge a ordonné, a pris l'ordonnance de mise en liberté. Maintenant, il y a eu ce qu'on a dit, le délai d'appel du procureur de la République et le délai d'appel du procureur général. 3 jours pour le procureur de la République, 15 jours pour le procureur général. C'est en général le principe. Mais qu'on ne le respecte pas souvent. Pas qu'on ne le respecte pas souvent parce qu'il n'y a pas de difficulté pratique d'application de ces dispositions-là. Pour ma part, je fais entièrement confiance à un magistrat instructeur. Complètement parce que c'est lui qui connaît son dossier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelles sont les grandes implications? C'est lui qui les maîtrise. Et à partir du moment où il décide à son fort intérieur, en toute honnêteté, en toute indépendance, de le mettre en liberté, personnellement, j'ai décidé que je ne ferai pas appel. C'est ce que j'ai décidé. Maintenant, dire qu'ils ne vont pas sortir, leurs avocats sont là, je ne pense pas que cela soit le cas. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que c'est une décision de justice. S'il n'y a pas de voie de recours contre cette décision de justice, elle est exécutoire et elle va s'exécuter. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le bâtonnier, vous voulez ajouter quelque chose concernant ce sujet? Oui, je note. Bâtonnier de l'ordre des avocats. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu connaissance, pour dire que j'ai connaissance de ce dossier qui nous interpelle tous. Comme l'a dit monsieur le procureur général, une ordonnance de mise en liberté a été rendue en faveur de 29 inculpés. C'est vrai, nous sommes dans le cadre légal. L'application du Code de procédure pénale, un délai d'appel de 3 jours pour le procureur de la République, un délai de 15 jours pour le procureur général. Je note avec satisfaction que le procureur de la République n'a pas fait appel. Le procureur général vient de vous le dire, il ne fera pas appel. Donc, raisonnablement, rien ne s'oppose à ce que ces inculpés, aujourd'hui, soient mis en liberté. C'est évident. Mais, je vais ajouter. Et nous, on a entrepris des démarches. Normalement, ça aurait dû se faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'ils soient mis en liberté. Et je vais vous dire, ils seront mis en liberté. Certes, il y a quelques réglages concernant l'ordre public. Je n'en dirai pas davantage, mais ils vont être mis en liberté. D'accord. Monsieur le procureur général, toujours, quel sort réservé donc aux assaillants, éventuels prisonniers et ceux qui sont dans la nature? Quel éventuel assaillant?
Oui, les éventuels assaillants, parce qu'il y a possibilité que l'armée, en prenant les assaillants qui ne sont pas seulement, comme l'a dit tantôt le maître Marico, ils ne sont pas que c'est des nationaux, il y a des étrangers qui sont des terroristes sur notre territoire. Et au cas où ils seraient capturés par l'armée et prisonniers de notre pays, c'est ce qu'on appelle prisonniers éventuels, et ceux qui sont dans la nature. Et quel est le mécanisme que vous allez déclencher? Ok. Là, on a commencé déjà. Je vous dirais qu'après les frappes au niveau de Djabali, il y a quelques personnes qui ont été arrêtées au niveau de Ségou. Et quand j'ai eu l'information, j'ai demandé au procureur de la République de Ségou de nous les envoyer d'Ardar pour que la commune 3 exerce ses prérogatives. Donc eux, ils feront l'objet de poursuites normales, hein, comme tous les autres. Parce que donc, dès que les faits sont spécifiés, le juge instruit sur les faits, mais non sur les personnes. C'est ce qui est la beauté de notre procédure. Maintenant, autour de ces faits-là, toute autre personne, comme co-auteur, auteur ou alors comme complice, elles seront donc poursuivies par le juge d'instruction, dans le cadre de la procédure normale. Donc ces personnes font déjà l'objet du mandat de dépôt. Les autres, qu'on n'arriverait pas à identifier, parce qu'on ne les a pas pris, on aura leur identité au fur et à mesure, parce que sans identité, on ne peut pas poursuivre aussi. Dès que l'identité est connue, il y a des mandats d'arrêt qui vont être lancés. Ça, c'est le principe. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la poursuite enclenchée, que le juge de sort commence à instrumenter. Maintenant, ceux qui vont aller ailleurs, qui vont se faire prendre sur d'autres territoires, Maître Marico l'a déjà dit, c'est le bâtonnier, le Mali a adhéré au traité de Rome, non, c'est le Maître Koné qui le disait dans l'élément. Le Mali a adhéré au traité de Rome, comme d'autres pays, ces pays ont l'obligation de les extrader. Et au terme de la résolution 1373 des Nations Unies, après l'attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui emporte une clause importante. Ou vous extradez ou vous jugez. Ce qui fait qu'il n'y a pas de difficulté majeure à ce que ces personnes-là soient poursuivies, que ce soit ici chez nous, si nous arrivons à mettre la main sur eux, ou si on les extrade, ou qu'elles soient jugées ailleurs, si on met la main sur eux, sur notre territoire national. À moins que ce pays ne se compromette en leur offrant l'asile, auquel cas, le gouvernement du Mali devra en tirer toutes les conséquences. Monsieur le bâtonnier, est-ce que leur cas, dans ces cas-là, des terroristes, est défendable? En tant que juriste malien, mais en tant que fils du pays, est-ce que leur cas est défendable? Tout individu a droit à une défense. Le droit de la défense est un droit sacré. Notre Constitution elle-même consacre le droit de la défense. Donc, quels que soient les criminels, quels que soient les crimes commis, il sera défendu. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas... La sacralité de la personne humaine, elle est consacrée dans la Constitution, c'est vrai, mais on demande, est-ce que... Vous voyez M. Traoré, on parle aujourd'hui de la Cour pénale internationale, mais nous avons ici une cour d'assises. Si vous avez l'occasion d'assister à certaines audiences de la cour d'assises, mais il y a souvent des crimes abominables, des cas d'assassinat. Mais ces messieurs sont défendus, ces accusés sont défendus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons tout intérêt à consolider l'état de droit. L'état de droit, c'est des tribunaux et c'est une justice équitable pour tous. Vous avez tous parlé, nous avons beaucoup parlé de la Cour pénale, la CPI. Qui pourrait effectivement, quelles seraient les personnes qui pourraient, dans ce cas de figure des assaillants et tout ça, qui pourraient être jugées par cette Cour pénale? Maître Tapo. Merci, madame. Moi, je voudrais revenir en arrière avec l'affaire des bureaux rouges que vous avez évoquée, dont je vous remercie. Je pense que le procureur général qui aime appeler à la démission, je pense qu'il a perdu l'occasion de démissionner. Parce qu'il ne faut pas avoir de langue de bois. Dans cette affaire-là, il y a eu des obstructions extrajudiciaires, c'est évident. Le juge d'instruction a rendu une décision de mise en liberté sur réquisition conforme du parquet. On n'avait pas à attendre l'expiration du délai d'appel du parquet. On l'a attendu, il est expiré. On me dit le procureur général a 15 jours pour faire appel. Mais il vient de me dire, c'est le procureur général, je ne fais pas appel. Et ces gens gardent toujours prison.
Mais il a perdu l'occasion de démissionner. C'est pour vous dire que c'est facile de faire des procès en règle. C'est facile de dire un tel aurait dû faire ça, n'a pas fait ça, dans des situations extrêmement délicates. Je ne ferai pas le procès de l'ORTM, mais on a eu des déclarations à faire sur la presse internationale pour lesquelles les gens nous ont traités d'apatrides. Des déclarations qui ne sont pas passées à l'ORTM, mais qui sont passées à RFI, qui nous ont valu d'être arrêtés. Nous avons vu tout ça. Hein? Et nous avons vu tout ça. Donc on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, ceux qui réclamaient l'intervention de la communauté internationale ont été traités de tout, mais aujourd'hui on en est là. Bref, pour vous dire que ce n'est pas la peine de faire les procès des uns et des autres. Aguelok, le bâtonnier est là, je parle sous son contrôle depuis le mois de janvier dernier, quand les événements de Aguelok ont eu. Nous avons pris l'initiative, lui et moi et le bâtonnier C, d'aller demander au président de la République de l'époque d'engager les poursuites auprès de la Cour pénale internationale. Je le parle sous son contrôle. C'est des choses qui ne sont pas sues, mais c'est des choses qui ont été faites, qui doivent être dites au moment où il le faut. C'est pourquoi je le dis ce soir, pour que certaines choses soient sues, que ce n'est pas vrai de dire aujourd'hui, d'accuser, à mon avis, très facilement de beaucoup de choses qui n'ont pas, ce n'est pas le moment. Franchement, ce n'est pas le moment. Pour en revenir à votre question, la Cour a été saisie déjà par l'État malien qui a le droit, qui a qualité pour saisir la Cour pour un certain nombre de faits qui se sont déroulés au nord du pays. Et je vous l'ai dit, le procureur peut élargir son champ d'investigation et son champ pour arrêter qui que ce soit qui ait commis des crimes dans le cadre de cette situation de guerre, de conflit armé que vit notre pays. Comme l'a dit le procureur général, même les autres pays qui ont d'autres gens qui se réfugient dans leur pays ont le droit, l'obligation d'arrêter toute personne qui est incriminée et de la remettre à la Cour pénale internationale. Et la Cour peut bien entendu d'office poursuivre tous ces gens-là. Très bien, nous sommes dans un tournant, hein, parce que... Je voulais tout juste donner quelques assurances à M. le bâtonnier Tapo concernant encore le dossier des bérets rouges. Non, vraiment... Non, on ne va pas polémiquer dessus. Non, vous l'avez vidé déjà, M. Mariko. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela pour qu'on aille vers la fin de l'émission? D'accord, donc c'était par rapport à la poursuite des infracteurs, là. Donc la Cour pénale ne fera que poursuivre les principaux auteurs. Maintenant, en ce qui concerne les autres, qui ne sont pas leaders d'opinion, qui ne sont pas chefs de guerre, nos juridictions, une fois que l'état de droit sera restitué en République du Mali, comme l'a dit le PG, tous ces gens-là seront poursuivis devant le tribunal de la commune 3. Mais si on remarque, la Cour pénale remarque que l'État n'a pas la volonté de poursuivre tout le monde, comme M. Tapo l'a dit, les poursuites peuvent être étendues à des crimes qui n'ont pour le moment pas été révélés à la CPI. Et si la CPI constate, le procureur constate que l'État n'a pas la volonté de juger ces gens, donc la CPI peut s'autosaisir de ces dossiers et ces personnes vont être poursuivies devant elle. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que la justice au Mali, aujourd'hui, hier, est-ce qu'elle est indépendante, réellement? Très belle question, excellente question. Mais je voudrais juste, avant de répondre à cette excellente question, juste dire à M. Tapo, vraiment permettez-moi de revenir dessus, que le jour où mes responsabilités seront mises en cause, ce n'est pas la première fois que j'ai eu à le faire, je crois que ce ne sera pas la dernière fois aussi. Je fermerai mon bureau et je regagnerai ma maison. Il le sait bien. Vous allez en compétition électorale? Non. Oui, non. Entre Dogon et Bozo, on ne se mêle pas. Maintenant, revenez à la question de Maria. Voilà, donc pour revenir à cette question, je voulais dire, honnêtement, nous avons des difficultés pour que chaque magistrat intègre dans sa tête que l'indépendance de la justice est un comportement. J'ai toujours dit que quand quelqu'un qui a peur dans sa tête, ou qui est en prison dans sa tête, vous avez beau faire là, vous cassez tous les murs, il restera toujours en prison.
Il faut que les magistrats comprennent cela. Ils sont indépendants. L'indépendance ne veut pas dire je fais ce que je veux. Mais j'agis, et c'est ce que la Constitution dit. Elle nous dit, le magistrat ne soumet la justice de la Constitution qu'à l'autorité de la loi. La loi. Maintenant, si on ne veut pas se soumettre à l'autorité de la loi, on se soumettra à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et c'est là où l'indépendance va perdre tout son sens. Mais excusez, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Parce que je crois qu'il faut également dire, nous venons de loin. Souvent, j'aime à dire aux jeunes collègues magistrats qu'ils sont heureux. Parce qu'il y a la Constitution qui proclame l'indépendance, le statut de la magistrature est l'un des plus grands, est l'un des statuts les plus avant-gardistes du monde, hein, l'actuel statut de la magistrature. Ils ont un syndicat à l'époque qui assurait la sécurité des uns et des autres. Ils disent, vous avez toutes les protections, mais pourquoi vous ne pouvez pas être indépendant? Nous, en notre temps, ce n'était pas comme ça. On vous appelait, telle décision, il faut la prendre dans tel sens. Et ceux qui refusaient avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Et même si cela devrait être, vous pouvez refuser, et sans conséquence. Mais il faudra dire également que l'État souvent a contribué à fragiliser beaucoup les magistrats. Et c'est en cela que je m'en voudrais de ne pas, ici, sur ce plateau, rappeler le cas de l'affaire BHM, que tous les Maliens ont déploré à l'époque, où un président a dit ici, on a rendu la décision, c'est pas ce qui m'a fait mal, mais on ne m'a pas dit quelle allait être la décision. En Bamara, ça il faut m'a digné de ma foignena. Bon, ensuite, excusez. On donnera l'occasion voilà. De revenir sur ces aspects de la justice lorsque on fera le tour de table en disant que vous serez d'avis que le socle de la République reste ses citoyens et aussi le respect de l'exécution de ces décisions de justice. Est-ce que vous partagez cet avis, Maître Marico? Bon. Par rapport à cet avis, je dirais tout simplement que présentement, dans notre pays, c'est le problème de l'existence de l'État même qui se pose avant d'arriver aux hommes. Est-ce que nous avons des institutions fortes présentement? Je dirais non. Et quand on prend l'Assemblée nationale, vous rentrez dans les rues de Bozola ou bien dans un autre quartier, on vous dira que c'est les Blancs qui les ont mis là-bas et que leur mandat est expiré depuis le 29 août. Vous allez prendre le président par intérim. On vous dira ça, c'est l'homme des Français. Le Premier ministre qui est parti, on vous dira ça, c'est les militaires qui l'ont mis là-bas. Donc, aucune institution ne fait l'unanimité. Comme l'a dit Maître Tapo, il vaut mieux maintenant qu'on cherche à sortir de cet imbroglio et de faire en sorte qu'on puisse aller rapidement aux élections pour que les députés, les présidents qui sortiront de ces institutions ont une légitimité. Et en ce moment, je crois que tout le peuple malien se dressera derrière eux pour les appuyer. Mais je ne vais pas terminer sans parler de cette justice autrement. Parce que cette justice malienne est rendue souvent la face et la lourdeur de la poche du justiciable. Situation exceptionnelle. Le débat sur la justice ne date pas d'aujourd'hui. Vous connaissez la phrase de Pascal, plaisante justice que borne une rivière, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. C'est un débat qui date de siècles et qui se pose dans toutes les sociétés humaines. Et ce n'est pas lié seulement à la situation de crise que nous vivons. Le procureur général vous a évoqué la situation de la justice avant aujourd'hui. Bon, c'est vrai, il y a plusieurs problèmes. On ne peut pas tout évoquer aujourd'hui. Il y a un problème de formation des juges, comme des avocats d'ailleurs, je le dis sous le contrôle de M. le bâtonnier, et qui est à la base, moi j'ai toujours dit, des problèmes de corruption. Parce que quand on atteint un certain niveau dans la formation, on ne descend pas à un certain niveau. On ne peut pas se rendre certaines décisions. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la qualité de certaines de nos décisions, elles sont lamentables. Nous avons des magistrats, d'excellents magistrats au Mali, qui font notre fierté sur le plan sous-régional. Je ne veux pas nommer de magistrats, mais lui, il en connaît, qui sont à la tête de l'OADA aujourd'hui. Mais par ailleurs, nous avons aussi beaucoup d'insuffisances qui font que aujourd'hui
certaines décisions, on a l'impression qu'elles sont instrumentalisées, elles sont suscitées, elles sont provoquées, alors qu'elles sont simplement dues, le plus souvent aussi, à une insuffisance de formation, tout simplement. Donc, c'est pas toujours... Sur les institutions, c'est vrai que les institutions actuelles sont fragilisées, elles sont fragiles, c'est vrai, mais ça ne justifie pas que la justice n'existe pas. Non, on ne peut pas dire parce que les institutions sont transitoires que la justice ne marche pas. Non, 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 ça n'a aucun lien. De mon point de vue, hein, je pense que la justice particulièrement est un domaine très très sensible dans toute société. C'est le pilier. Le pilier de la démocratie, c'est la justice. Le pilier du développement, c'est la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, personne ne viendra investir dans le pays. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que la justice pénale que l'on voit, il y a la justice civile, la justice commerciale, qui est tout aussi importante. Donc, ça n'a pas de lien direct avec la situation des institutions qui effectivement pose un problème de légitimité aujourd'hui, mais les autorités qui seront issues des prochaines élections auront beau être légitimes, qu'elles ne résoudront pas du jour au lendemain le problème de la justice. C'est évident. Très bien. Monsieur le Président, parce que vous n'avez pas touché au respect de l'exécution des décisions de justice aussi. Non, non, je voudrais dire que c'est vrai. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que quand même ce respect des décisions, il est tout le temps, moi je dirais, il est tout le temps bafouillé. On a eu plein de cas, nous n'allons pas revenir dessus, et moi je pense que c'est très important d'en parler. D'accord, c'est-à-dire, c'est Platon qui le disait, on parlait à Blaise Pascal, et dans sa prosopopée à Criton, il disait ceci, je cite, je paraphrase, hein, il dit, est-ce qu'un État peut subsister lorsque les citoyens peuvent remettre en cause à tout moment les décisions de justice? Non. Aucun État viable ne peut perdurer lorsque à tout bout de champ, les décisions rendues n'ont aucune pérennité, aucune stabilité. Il vous l'a dit, la stabilité économique est telle qu'à un moment donné, nous étions au syndicat à l'époque, j'étais un peu effarouché contre Feu Darat Touré qui disait au Mali, l'insécurité juridique, l'insécurité même, c'est la justice. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte comme histoire? Mais à l'époque, il y avait des affaires de gros sous, malheureusement, qui avaient des dénouements terribles et tragiques pour l'État. Bon, donc, c'est dire qu'il est important que la justice puisse jouer totalement et parfaitement son rôle, et en même temps que les décisions rendues soient des décisions qui soient exécutées. Sans état d'âme, souvent je le dis, sans état d'âme, qu'on les exécute. Maintenant, il ne faudra pas que, parce qu'on est tenant du pouvoir, ou parce qu'on est plus offrant, qu'on puisse bloquer l'exécution de la décision de justice. Et donc là-dessus, je crois qu'il faut être net là-dessus. Parce que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, de mon point de vue, est un principe cardinal. Maintenant, ceci étant dit, la justice aujourd'hui est au creux de la vague. Malheureusement, elle ne devrait pas être au creux de la vague. Maître Tapo a, entre autres, cité la question de la formation, et je suis surtout en phase avec cela. Parce que quand on ne forme pas bien, on a tous les problèmes du monde. Parce que celui qui ne comprend même pas le sens de la décision qu'il est en train de rendre, n'allez pas lui demander qu'il rende une mauvaise décision, qu'il rende une bonne décision. N'est-ce pas? Donc, cela pose une difficulté fondamentale. Ensuite, la question de la fragilité de l'institution judiciaire. Parce que tout cela... Non, j'arrive, on ne va pas parler de la justice, mais je parle de la fragilité spécifique de l'institution judiciaire. Parce que si la justice est forte, les autres institutions peuvent tenir. Mais tant que la justice va rester faible, les autres institutions ne pourront pas du tout avoir quelqu'un sollicité. Quand vous prenez le budget de fonctionnement de la justice, mais c'est un budget misérable. De misère. Ce qui fait que dans beaucoup de juridictions, vous allez voir, c'est le maire qui fournit le papier, c'est je sais pas, un commerçant qui fournit le bic, mais il s'aliène automatiquement ces personnes-là. Automatiquement. Donc il faudra, on ne demande pas qu'on donne le milliard, mais au moins que le budget soit conséquent. Maintenant, je ne parlerai pas du salaire ou autre pour lequel je n'ai jamais été d'accord avec mes collègues en disant
Je crois que sur le salaire, nous ne discutons rien du tout. Nous sommes les mieux payés quand même. Nous sommes quand même assez bien payés. Maintenant, par rapport aux autres institutions de la République, je suis d'accord avec les autres. L'État a failli. Nous n'avons pas d'État. Il faut le dire, franchement. L'État. Comment sortir de ça? Voilà. Et quel est votre appel? Voilà, maintenant, pour sortir de cela, ou quand nous en sortirons, il faut qu'on pose des balises aussi. Parce qu'il faut que les personnes qu'on élit soient bien nues. Là, le Mali, tout ce temps, est allé dans la fraude électorale. C'est le thé, c'est le café. Et j'ai toujours dit, je me suis toujours battu pour le plafonnement des frais de campagne. Parce qu'on a dit ici, quelqu'un a dépensé 2 milliards, 3 milliards pour la campagne présidentielle. Dans un pays aussi pauvre que le Mali, où la sortie c'est 2 milliards. Ça veut dire, ne vous posez même pas de questions, il vient lui pour servir quelqu'un. Donc on plafonne les dépenses de campagne, déjà ce serait un grand pas en avant. Et que toutes ces petites questions liées à la fraude électorale, à la corruption électorale, le pain, le sucre qu'on distribue, qu'on arrive à les criminaliser, à mon point de vue, hein. Si on ne les criminalise pas, en tout cas, de toute façon, qu'on arrive à les correctionnaliser. Que ce soit des sanctions pénales. Parce qu'on ne peut pas se permettre. Vous pouvez vous autosaisir, non, sur ces fonds de campagne aussi. Mais si ce n'est pas prévu, si ce n'est pas infractionnel, il a beau donner, je sais pas, du poisson à ses cousins du Mopti, on ne pourra rien dire. Ou des poissons, voilà. Très bien. Maintenant, parce que nous sommes au bout de l'émission, avant la conclusion de Mariam, que vous donnez votre avis sur la fragilité des institutions, en même temps, et la responsabilité des hommes sur la léthargie de leur fonctionnement. Je crois que Obama l'a dit, hein. On n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Lui, l'inverse. Est-ce que pour nous, on est dans le cas? Non, je suis en train de vous expliquer mon raisonnement. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nos institutions sont très faibles. Mais nous avons toujours soutenu. Nous l'avons toujours dit, toutes les fois que l'occasion nous a été donnée, que le gouvernement doit faire de l'état des droits le socle de son action. Et l'état des droits repose en grande partie sur l'institution judiciaire. Cela est évident. Cela est évident. Et ce serait un euphémisme de dire aujourd'hui que les Maliens ne sont pas contents, en tout cas satisfaits de leur justice. Depuis près de 2 décennies, que de colloques, que d'états généraux organisés sur la justice. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un éternel recommencement. Et aujourd'hui, il faut arrêter les frais. Parce que on a beau dire que la justice reste le dernier rempart du citoyen, tant que cette justice n'est pas une justice responsable, tant que cette justice n'est pas une justice indépendante, j'avoue que, en tout cas, le chemin va être encore long. On a pris des exemples. Si vous prenez le cas des élections, quand il y a un contexte électoral, on s'adresse à qui? Au juge. Quand il y a un problème de constitutionnalité, on s'adresse à qui? Au juge. Quand il y a un crime, on s'adresse à qui? Au juge. C'est pour vous dire que l'institution judiciaire doit s'assumer. Elle doit prendre sa place et toute sa place. Et je vais au-delà. Quand je parle d'institution judiciaire, c'est vrai que c'est les juges, mais il s'agit aussi de tous les acteurs qui doivent concourir à ce que l'état de droit, tant souhaité par l'ensemble des Maliennes et des Maliens, soit une réalité. En tout cas, nous émettons le vœu qu'au sortir de cette crise, que les uns et les autres puissent prendre la mesure de leurs responsabilités. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce débat très intéressant. Nous aurons pu rester plus longtemps parler, mais je pense que au sortir, les téléspectateurs, quand même, nous espérons qu'ils ont reçu des réponses. Vous leur avez apporté des réponses aux questions qu'ils se posaient, chers invités. Donc, nous vous remercions tous d'avoir répondu.